Bonsoir. Donc, bienvenue pour cette deuxième webconférence dans le cadre de la session Myélonet tutorée. Donc, ce soir, nous allons plus aborder les questions relatives au traitement du myélome multiple. Et puis tout d'abord, je tiens à remercier et accueillir nos deux intervenants, donc le professeur Aurore Perrault et le docteur Laurent Frenzel. Excusez-moi, Bon, on a visiblement perdu Bernard, du coup je vais reprendre en petit rappel sur le chat, mais je vois que vous êtes déjà très disciplinés, n'hésitez pas à dire bonsoir et la ville d'où vous provenez. Donc je rappelle peut-être que le chat, donc c'est vraiment pour parler entre vous ou pour exposer des problèmes techniques, et que si vous avez des questions spécifiques à poser à nos médecins qui sont présents, essayez de le faire dans l'onglet questions qui est juste à côté. Voilà, et puis je laisse peut-être de nouveau la place à Bernard. Il y a juste votre micro, Bernard, qui est éteint. Il est encore éteint, Bernard. Pardon. Ah. Merci Audrey, excusez-moi, mais c'est voilà. Donc, écoutez, j'accueille le professeur Aurore Perrault et le docteur Laurent Frenzel qui vont donc animer cette webconférence. Je les laisse se présenter, bien que je pense qu'ils sont maintenant bien connus des malades du myélome multiple, mais il y a vraisemblablement parmi nous des gens qui se connectent pour la première fois. Donc, le professeur Perrault et puis le docteur Frenzel, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour, donc Aurore Perrault, je suis hématologue au CHU de Toulouse. Et bonsoir à tous, moi je suis Laurent Frenzel et je suis hématologue à l'hôpital Necker à Paris. Ok. Eh bien, écoutez, donc c'est la deuxième webconf dans le cadre de la session tutorée du MOOC là, qui est en cours. Hein. Donc, on est là ce soir pour répondre à toutes vos questions sur les traitements. On vous passe à un slide pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme Myélonet, il est toujours possible de le faire. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site de l'EF3M, vous verrez qu'en haut à droite, il y a une icône Myélonet, hein, et il vous suffit de cliquer dessus et ensuite de suivre la démarche. Ça se fait en 2-3 clics, hein, il faut enregistrer votre nom, enregistrer un mot de passe, voilà. Et vous aurez donc accès à cette plateforme et à tous les cours qui ont été développés sur cette plateforme. Alors, la plateforme, on a aujourd'hui un peu plus de 400 inscrits. Hein. Il y a 11 tuteurs des malades ou des aidants bénévoles qui vous accompagnent tout au long de votre parcours. Hein. Et vous savez que ce parcours, vous pouvez le suivre à la carte. Voilà. Et on a dénombré depuis le démarrage du parcours déjà 180 contributions, commentaires de publiés sur la plateforme. Alors, maintenant, je vais laisser la parole soit au docteur Frenzel, soit au professeur Perrault pour aborder donc les traitements des myélomes multiples. Donc, voilà, sachant qu'aujourd'hui, pour éviter d'avoir un scope trop large, on n'abordera pas les traitements très récents qui sont les CAR-T ou les bispécifiques, hein, qui sont du domaine de l'immunothérapie, puisque je peux vous annoncer qu'il y a un cours spécifique qui vient d'être, je dirais, qui est en cours de finalisation, hein, qui sera mis en ligne sous quelques jours et qui donnera lieu donc à une conférence, à une webconférence spécifique début 2024. Voilà, je voulais professeur Perrault et docteur Frenzel. Je commence, Laurent, comme tu veux. Allez, c'est parti. Allez. On peut commencer en parlant des patients éligibles à l'autogreffe. Donc, en fait, cette distinction patient éligible ou non à l'autogreffe, elle est surtout importante en traitement de première ligne, donc pour les gens qui ont un nouveau diagnostic. En situation de rechute, on ne fait plus vraiment cette distinction, mais on en reparlera si besoin.
Je sais pas, je peux passer les diapos, je ne me rappelle plus. Oui, pardon. Donc, pour les patients qui sont éligibles à l'autogreffe, alors comment on définit l'éligibilité à l'autogreffe? C'est essentiellement sur l'âge et sur les autres maladies, les antécédents, qui pourraient venir gêner des traitements dits intensifs. Donc, en général, en dessous de 65 ans, on est éligible à l'autogreffe. Au-dessus de 70 ans, on l'est généralement plus. Et puis, entre les deux, ça dépend un petit peu de l'habitude des médecins des différents centres et puis aussi, bien sûr, de l'état général de chaque patient. Si il y a des maladies cardiaques ou pulmonaires ou d'autres fragilités, on va dire, on est moins éligible à faire un traitement intensif. Alors, si vous êtes considéré comme éligible, donc pouvant supporter un traitement intensif avec une autogreffe, le traitement, c'est une séquence thérapeutique en fait, et l'autogreffe, c'est ce qui est au milieu de la séquence, mais on commence par un traitement dit d'induction avec les médicaments du myélome qu'on redétaillera et qui sont globalement les mêmes qu'on utilise chez les patients non éligibles. Au milieu de cette induction, on fait une collecte de cellules souches, puisque pour pouvoir faire une autogreffe, il faut avoir congelé les cellules préalablement. Et puis, l'autogreffe proprement dite, en fait, c'est l'association d'une chimiothérapie intensive, le melphalan, suivi 24-48 heures après de la réinjection des cellules souches, une fois qu'elles ont été décongelées, avant de attendre que ces cellules souches refabriquent en fait des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, c'est cette période d'aplasie de 10 jours environ qui est réduite grâce à la réinjection de ces cellules souches. Alors, une fois que l'autogreffe est faite, en général, on vous laisse quand même récupérer 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et ensuite, on peut passer à une phase de consolidation. Et la consolidation, c'est reprendre en fait les traitements qui ont été faits en induction, en général pendant 2 mois, éventuellement 3-4 mois, mais le plus souvent pendant 2 cycles, 2 mois. Et après la consolidation, qui peut être optionnelle dans certains cas, on passe à la phase de maintenance. Et aujourd'hui, la maintenance standard, donc quand on n'est pas dans un essai clinique par exemple, c'est un traitement par lénalidomide, donc oral, pendant 3 ans, en général pendant 3 ans, en fonction un petit peu de la réponse et de la tolérance. Alors, si je passe à la diapo suivante, voilà, on reprend chaque phase. Donc, la phase d'induction, elle est en général de 4 mois, sachant qu'un cycle, c'est 1 mois. Alors, de plus en plus, il y a certains hôpitaux qui font des inductions plus prolongées et qui ne sont pas de 4 mois, mais de 6 mois. Et on va voir pourquoi. Alors, depuis 2021, on a accès en première intention à l'immunothérapie anti-CD38, donc le daratumumab, et le schéma remboursé est l'association de daratumumab, Velcade, thalidomide, dexaméthasone, donc DVTD. C'est l'étude Cassiopeia qui avait permis d'approuver, de rembourser ce traitement. Et de plus en plus, on utilise maintenant le daratumumab, Velcade, lénalidomide ou revlimid et dexaméthasone, donc DVRD. Alors, stricto sensu, ce traitement, il n'est pas approuvé, remboursé en Europe, mais on arrive à le prescrire sans difficulté parce que le lénalidomide est génériqué et parce qu'il y a déjà des études qui ont montré que c'était au moins aussi efficace et surtout mieux toléré. Et on attend probablement au congrès du mois de décembre à l'ASH la présentation des résultats de l'étude de phase 3 qui s'appelle Perseus et qui devrait permettre d'approuver et de rembourser ce schéma DVRD, ce qui nous mettra dans les règles, mais bon, qui ne changera pas grand-chose aujourd'hui en pratique. Donc ça, c'est nos 2 traitements possibles en induction. Et quand on fait le recueil des cellules souches, on le fait en général au bout de 3 mois, donc 2 ou 3 mois, plutôt 3 mois. Et pour ça, il faut vous faire des injections de facteurs de croissance qui font sortir les cellules souches qui sont dans la moelle osseuse pour les faire sortir dans le sang, et c'est pour ça qu'on les appelle périphériques, pour pouvoir les récupérer dans le sang comme un don du sang, alors plutôt comme un don de plaquettes ou un don de plasma, puisque finalement, le don du sang, on prend tout le sang et on le met dans une poche. Un don de plaquettes, si vous avez déjà vu, vous êtes branché à une machine et puis le sang, il tourne dans la machine. Et donc, pour le recueil de cellules souches, c'est la même chose. Les cellules souches qui sont sorties de la moelle osseuse vers le sang sont récupérées grâce à la machine et
Et comme ça, pendant 2-3 heures, ça permet de recueillir généralement suffisamment de cellules souches. Alors, pendant la période d'autogreffe, finalement, c'est l'aplasie qu'on craint le plus, enfin qu'on gère. Ce n'est pas une inquiétude énorme, en tout cas pour nous qui avons l'habitude depuis des années de faire ces traitements. Cette phase d'aplasie, elle est incompressible, hein, mais elle n'est pas toujours compliquée. Donc c'est la baisse des globules blancs, la baisse des globules rouges et des plaquettes. Les globules rouges et les plaquettes, on peut les transfuser. Donc il y a souvent besoin d'une transfusion de plaquettes vers le jour 7, 6, 7, 8 de post-autogreffe. Par contre, les globules blancs, on ne peut pas les transfuser, sauf dans des situations exceptionnelles, parce que ça a une durée de vie très courte. Donc, quand on n'a pas de globules blancs, on a des risques d'infection. Et donc, si jamais il y a de la fièvre, pour contenir une infection, on met tout de suite des antibiotiques. Donc, c'est ça le principe de la prise en charge de la période d'aplasie qui fait suite à la chimiothérapie intensive, puisque dans autogreffe, en fait, on a l'impression que le traitement, c'est l'autogreffe, mais non, l'autogreffe, c'est-à-dire les cellules souches, elles permettent juste de supporter, mais c'est très important de pouvoir supporter, elles permettent de supporter le melphalan à haute dose, qui est la chimiothérapie intensive, qui est active contre le myélome. Alors, comment on évalue la réponse au traitement? Donc, ça, c'est un peu générique, mais vous l'aviez déjà vu, je pense. On évalue avec le pic monoclonal, parfois avec la quantité de protéines dans les urines, parfois avec les chaînes légères. Et effectivement, meilleure la réponse est avant l'autogreffe, statistiquement, on va dire, d'une façon générale, meilleure est la durée de la réponse. Donc, on essaye d'avoir la meilleure réponse possible avant l'autogreffe. Après, parfois, on a une réponse seulement partielle, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer par la suite, mais on mesure cette réponse pendant l'induction et on essaye d'arriver avec un pic à presque 0 juste avant l'autogreffe. Donc ça, c'est les critères de réponse. En gros, quand le pic il a diminué de moitié, on appelle ça une réponse partielle. Quand le pic il a diminué de 90%, donc si vous avez un pic au départ à 30 grammes, pour qu'il diminue de 90%, il faut qu'il soit à moins de 3 grammes. Donc on appelle ça une très bonne réponse partielle. Et ensuite, parfois, on nous demande pourquoi vous avez écrit dans mon compte-rendu « Je ne suis qu'en très bonne réponse partielle alors qu'il n'y a plus de pic ». Donc effectivement, pour pouvoir dire réponse complète, normalement, il faut qu'il n'y ait plus de pic, mais il faut aussi qu'on retourne voir dans la moelle osseuse par un myélogramme et de montrer qu'il y a moins de 5% de plasmocytes dans la moelle osseuse. Alors comme en pratique, des fois, ça ne change rien quand on n'est pas dans un essai clinique, etc. Il n'y a pas forcément d'impact de faire la différence entre très bonne réponse partielle et réponse complète. Parfois, on ne vous embête pas avec un myélogramme. Et donc, on écrit toujours très bonne réponse partielle parce qu'on n'a pas les critères pour dire réponse complète, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pas bien. L'objectif de très bonne réponse partielle, c'est déjà un objectif très important. Et alors, comme les progrès des traitements sont continus, on a encore amélioré la réponse, et quand on parle de réponse complète stringente, c'est qu'on a les critères de réponse complète, mais qu'en plus, on a regardé le type de plasmocytes dans la moelle osseuse. Donc, il faut faire une étude, ce qu'on appelle en cytométrie en flux, pour vérifier que c'est des plasmocytes normaux qui restent. Et il faut en plus que le ratio des chaînes légères soit normal, même quand on a un myélome à pic. Donc voilà, ça, c'est nos critères pour dire très bonne réponse partielle, réponse complète stringente. Meilleure est la réponse, mieux c'est en théorie à moyen ou long terme, mais parfois, comme ça n'a pas d'intérêt pratique, on ne va pas vous changer le traitement. Si vous êtes en très bonne réponse partielle, c'est déjà très bien. On ne fait pas forcément le myélogramme avant l'autogreffe. On a coutume de dire de plus en plus que le myélome, on peut se le représenter, la quantité de maladie, comme un iceberg. Au diagnostic, vous êtes tout en haut de l'iceberg. On a des milliards de cellules malades. Quand on arrive au stade de très bonne réponse partielle ou réponse complète, c'est comme si vous arriviez au niveau de la mer. Et donc, c'est déjà une grande partie de maladie qui a diminué. Mais ça ne veut pas dire, quand on est en réponse complète, qu'on est guéri. En général, dans cette maladie, quand on est en réponse complète, il reste de la maladie en dessous du niveau de la mer. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et pour pouvoir évaluer cette maladie qui reste en dessous du niveau de la mer, c'est ce qu'on appelle la maladie résiduelle. Et on a plusieurs techniques pour évaluer cette maladie résiduelle, soit la cytométrie en flux, soit ce qu'on appelle le NGS, ce qui est le séquençage en fait.
Et ça peut permettre au maximum de quantifier une cellule malade sur 1 million. Donc, parfois, dans le cadre de protocoles ou dans des centres qui étudient, qui s'intéressent à la maladie résiduelle, on peut vous proposer de faire un myélogramme et de regarder cette maladie résiduelle qui reflète en fait la quantité de maladie qui reste dans la moelle osseuse, même si on ne voit plus rien dans le sang, et qui a aussi un intérêt, puisque meilleure est la maladie résiduelle, meilleure est l'évolution à long terme. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas la maladie résiduelle pour dire je fais tel traitement ou je fais tel traitement. Ça peut être une indication et ça peut avoir un intérêt dans certains protocoles. Peut-être certains d'entre vous ont participé à l'essai MIDAS ou sont en cours de traitement dans l'essai MIDAS, qui est une étude qui vise à montrer qu'on peut adapter le traitement à la maladie résiduelle, c'est-à-dire que quand très rapidement, au bout de 6 mois, on n'a plus de traces de maladie résiduelle dans la moelle osseuse, peut-être on peut alléger le traitement et peut-être on peut se passer de l'autogreffe. Et au contraire, quand il reste des traces de maladie et qu'on a une maladie résiduelle dite positive, là on sait qu'on ne peut pas alléger le traitement, mais peut-être même qu'au lieu de faire une greffe, il faut faire 2 greffes. Et donc cette étude qui est en cours, tous les patients ont été recrutés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus proposer ce protocole, mais les patients sont encore en cours de traitement. On n'a pas encore les résultats, donc on devrait avoir des premiers résultats d'ici à peu près 1 an. Cette étude, on espère qu'elle nous permettra de montrer que peut-être on peut adapter le traitement à chacun, et notamment à la maladie résiduelle, donc la qualité de la réponse. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions. Si, il y en a dans le chat. Le docteur Krenzel répond à une vitesse folle, mais on va peut-être quand même en reprendre à l'oral après avoir lequel de vous deux répond. On a une question. Doit-on automatiquement passer par une autogreffe lors d'un traitement première ligne? On part du principe que la personne est éligible. Aujourd'hui, c'est nos recommandations en France, de pouvoir le proposer en première intention quand on le peut. Après, il y a des études aux États-Unis notamment qui ont montré que peut-être il n'y avait pas d'intérêt en termes de survie à très long terme et qu'on pouvait éventuellement faire des autogreffes à la rechute. Alors, quelqu'un par exemple qui a 50 ans au moment du diagnostic, si on ne fait pas l'autogreffe à 50 ans et qu'il rechute à 55 ans, on peut toujours le faire. Pour l'instant, on n'a pas montré que c'était mieux de le faire à la rechute, et nous en France, on a plutôt toujours eu l'attitude de le proposer au début en se disant que plus on est jeune, mieux on supporte une autogreffe, et puis il vaut mieux le faire tôt dans le parcours de cette maladie. Moi, je voudrais rappeler... C'est pas obligatoire, il y a des gens qui nous disent on veut absolument pas, on essaie de trouver des solutions alternatives. On propose un traitement sans autogreffe. J'avoue que je me bats entre guillemets avec un patient. Je me bats plus avec un patient pour insister pour l'autogreffe si il est jeune, s'il a une maladie de haut risque. Enfin voilà, ça peut dépendre un petit peu du type de maladie aussi. Donc finalement, ça pourrait répondre à une autre question qu'on a également eue dans le chat. Est-ce que actuellement il y a un traitement standard qui a un taux de réponse globale le plus élevé pour les patients atteints du myélome multiple nouvellement diagnostiqué? Eh bien, aujourd'hui, ce qui donne les meilleures réponses, c'est de faire une association de 4 médicaments. Donc, c'est ces schémas DARA-VRD, DARA-VTD. Alors, dans les FEMIDAS, c'est aussi 4 médicaments. C'est pas exactement les mêmes. C'est ISA-KRD. Donc, isatuximab, c'est un anticorps monoclonal un petit peu comme le daratumumab. Carfilzomib, c'est un inhibiteur du protéasome de la même famille que le bortezomib ou Velcade. Peut-être la profondeur de réponse est encore un peu meilleure avec ISA-KRD, mais pour l'instant, on n'a pas des résultats complets pour l'affirmer. L'avenir, mais ça, vous en parlerez dans une prochaine webconférence, c'est d'intégrer les immunothérapies dès la première ligne. Mais ça, pour l'instant, c'est des projets d'essais cliniques. Il n'y a aucun essai clinique en France qui a débuté pour proposer dès l'induction des immunothérapies, mais c'est en train d'arriver. Je pense qu'on peut continuer. Moi, je voudrais rajouter que j'ai quand même noté parfois que les questions étaient
très personnel, donc je n'ai pas redit en début de webconf, hein, mais on n'aborde que des questions générales. Je pense que les deux médecins qui sont présents ici pour dire que chaque malade est un cas unique et que, bien évidemment, c'est l'hématologue référent qui reste le pilote pour dire pour tel malade, la meilleure solution c'est celle-là ou une autre solution. Donc, on ne peut pas faire de consultation à distance au travers d'une telle webconf. Donc, les réponses qui sont apportées, ce sont que sur des questions de portée générale, quoi. Oui, oui, et puis on aurait le grand risque, ce serait en plus de se tromper, parce que quand on n'a pas les éléments entiers du dossier, on peut dire des bêtises. Sur l'histoire. Évidemment. Je crois que je vais laisser la parole à Laurent pour la deuxième partie. Comme tu veux. Tu veux continuer la première ligne, je fais la rechute, et je te laisse choisir. Comme tu Je veux. continue? Ouais. Je vais continuer alors. Ça marche. Alors, parler donc des patients non éligibles à l'autogreffe, comme l'a très bien dit le professeur Perrault. L'autogreffe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on la propose volontiers jusqu'à l'âge, on va dire, de 70 ans, mais tout ça dépend. J'ai vu un petit peu les questions dans les chats. Hein. Ça dépend beaucoup de la forme, ce qu'on appelle voilà, l'état de fitness. En fait, c'est la forme dans laquelle on est. Hein. C'est vrai que les études, elles avaient montré l'intérêt de l'autogreffe jusqu'à 65 ans, mais ces études, elles avaient été faites il y a 30 ans. Sauf qu'aujourd'hui, avoir 70 ans en 2023 et avoir 70 ans dans les années 90, on n'est pas du tout dans les mêmes formes. Hein. On est beaucoup plus en forme aujourd'hui, tant mieux. Ce qui explique que, bien sûr, on peut proposer. Alors, mais pas forcément, mais on peut en tout cas proposer ces autogreffes jusqu'à l'âge de 70 ans. Alors, la question c'est, ok, mais si on ne peut pas proposer l'autogreffe, qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il y a un traitement? Bien entendu. Les traitements ressemblent effectivement beaucoup aux traitements des personnes qui pourront effectivement avoir une autogreffe. C'est un peu les mêmes séquences, enfin, les mêmes molécules qu'on va proposer. Souvent, on en propose plutôt 3 que 4, mais tout ça effectivement est également discutable. Et ce qu'on va prendre en compte, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques? Est-ce que vous avez des problèmes pulmonaires? Rénaux, j'ai eu aussi cette question dans le chat. Est-ce que les problèmes rénaux, l'insuffisance rénale peut amener à un problème? Oui et non. C'est sûr qu'on va prendre en compte l'insuffisance rénale pour adapter les traitements, parce que ça, on en a vraiment besoin. On ne peut pas supporter de la même façon tous les traitements à partir du moment où le rein qui est un filtre fonctionne un tout petit peu moins bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas utiliser, bien entendu, les traitements pour le myélome. On les adapte, la plupart du temps, on adapte les doses des médicaments. Alors, globalement, souvent la question, même sur le chat, ce qui revient, c'est est-ce qu'on a un traitement, une association qui a montré le plus d'effets positifs, le plus d'efficacité qu'on propose aujourd'hui? Oui, clairement, la réponse est oui. En tout cas, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'autogreffe pour toutes les raisons dont on a vu tout à l'heure, le traitement, on va dire, de référence, c'est ce que vous voyez sur l'écran, c'est cette association de ces 3 molécules. La dexaméthasone, qui sont des corticoïdes qu'on prend en général une fois par semaine, le Revlimid qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle les imides, qu'on donne également pour les personnes, bien sûr, qui vont avoir, pour lequel un projet d'autogreffe a été programmé. Donc, le Revlimid, qui est un comprimé qu'on prend 21 jours sur 28. Et, en termes d'effets secondaires, parce que ça, c'est vraiment toujours une question, et bien sûr, c'est très important. Hein. C'est les molécules dont on sait qu'elles peuvent un peu fatiguer, donner des diarrhées, faire baisser les globules blancs. Et puis, la troisième molécule, c'est le daratumumab, cet anticorps monoclonal anti-CD38 qui se donne aujourd'hui quasi exclusivement par voie sous-cutanée. Vous savez, c'est une fois par semaine au départ pendant les 2 premiers mois, puis après, c'est tous les 15 jours pendant les 4 mois suivants, et puis après, c'est une fois par mois. Et cette étude-là, qui a été publiée déjà il y a quelques années maintenant, a clairement montré une réelle différence par rapport à tout ce qu'on faisait avant cette association. Donc clairement, ça a aujourd'hui le standard du traitement au moment où on arrive au diagnostic avec un myélome, mais dont on ne prévoit pas de réaliser une autogreffe, c'est cette association de ces 3 molécules, le daratumumab, le Revlimid et les corticoïdes. Alors, combien de temps on continue ce traitement? L'étude qui s'appelle l'étude Maya, on a encore des personnes, alors que cette étude a commencé il y a longtemps, hein. Elle a commencé il y a plus de 5 ans, 6 ans même, et nous on a encore des personnes qui continuent toujours le traitement, hein. Donc on sait qu'il y a des personnes qui sont à quasi plus de 8 ans du traitement qui continuent. Alors souvent,
on allège parce qu'au bout d'un moment, par exemple, la dexaméthasone, c'est quelque chose qu'on va rapidement un tout petit peu diminuer, voire arrêter, parce que la dexaméthasone, vous savez, c'est quelque chose qui énerve, ça empêche de dormir, et puis ça rend aussi susceptible aux infections. Donc, c'est vraiment une molécule qu'on va vouloir essayer de diminuer au départ dès que on est bien, la maladie a bien répondu, le myélome, que ce soit sur le pic, les chaînes légères, on voit qu'on est en très bonne réponse. C'est quelque chose qu'on va alléger assez rapidement à partir, par exemple, du 9e ou du 12e mois de traitement. Donc, ce traitement-là, alors tout dépend, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment important, ça va dépendre bien sûr, c'est votre hématologue qui vous connaît parfaitement bien, qui va juger de l'intérêt de continuer ou non le traitement. Ça va dépendre de comment vous le supportez, ça va dépendre de plein de paramètres. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a vraiment, voilà, c'est vraiment dépendant de vous, bien sûr, qui recevez le traitement. Et donc, dans certains cas, on peut l'arrêter au bout de 2 ans parce que les effets secondaires, parce que la réponse, le myélome est complètement contrôlé. Dans d'autres cas, on préfère continuer tout en maintenant effectivement des doses un peu plus faibles pour avoir effectivement moins d'effets secondaires. Vraiment, ça, c'est important. Chaque cas est vraiment différent et en tout cas, on essaye de s'adapter au mieux pour, pour contrôler la maladie tout en vous permettant quand même, au bout d'un moment, d'avoir… L'idée, c'est quand même d'essayer d'avoir une vie quasi normal, hein. Surtout si on parle de traitement qu'on continue pendant plusieurs années, ce qu'on appelle la qualité de vie est primordiale. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même situation au départ où on va faire baisser la maladie rapidement parce qu'elle vous rend malade. À un moment donné, la maladie, le myélome, vous avez pu le sentir. Ce que vous allez éventuellement sentir, ce sont les effets secondaires du médicament. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on est amené un tout petit peu à adapter nos traitements pour que vous puissiez effectivement les mieux supporter et donc pouvoir vivre en tout cas le plus normalement possible avec les traitements. Alors, dans certains cas, ça peut arriver, on peut ne pas proposer de Revlimid. C'est vrai que l'insuffisance rénale, par exemple, typiquement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus… Il faut qu'on adapte le traitement, il faut qu'on adapte les doses. Donc oui, il y a bien sûr qu'il y a des alternatives thérapeutiques au Revlimid, hein, bien sûr, heureusement. Hein. C'est le Level 4 dont on a parlé tout à l'heure en induction pour l'autogreffe. Les alkylants, c'est quelque chose d'assez ancien, hein. Ça fait des dizaines d'années qu'on utilise ces molécules, le melphalan, mais ça marche quand même relativement bien. C'est des traitements qu'on peut donner, c'est des comprimés à prendre pendant 4 jours et ça marche plutôt assez bien. Donc oui, on a effectivement des alternatives dans le cas où on ne pourrait pas utiliser le Revlimid, mais le Revlimid reste quand même effectivement quelque chose qu'on a tendance à proposer volontiers et c'est quand même la majorité des personnes peuvent accepter, en tout cas peuvent supporter les Revlimid au départ de la maladie. Je ne sais pas si… Alors, si j'ai des questions, mais comme dit, Aurore aussi est hyper efficace pour répondre à l'écrit, mais on va quand même en reprendre certaines à l'oral. On a une question, en maintenance, on parle surtout du Revlimid, mais dans le cas de cette personne, elle a toujours des traitements donc antiviraux et anti-infectieux. Est-ce que ces traitements sont à prendre à vie? Oui, c'est une très bonne question. Alors c'est pareil, ça dépend un peu du médecin qui vous suit, qui vous connaît bien sur le risque d'infection. Il n'y a pas ce qu'on appelle de recommandations claires sur le temps exact qu'il faut continuer ces fameux antiviraux ou ces antibiotiques. Ça dépend un peu de plein de choses et ça dépend, on revient un peu sur chacun est un peu différent. Donc, on adapte. Ça dépend si vous avez fait des infections avant, si vous avez fait un zona avant. C'est sûr qu'on ne va pas avoir envie d'arrêter rapidement ces médicaments. Et si vous êtes encore en cours de traitement, de toute façon, on les continue en général. Mais après, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. On s'adapte en fonction de ce qui s'est passé avant. On essaie effectivement, si on peut les arrêter, on les arrête. Mais si on a peur que, par exemple, un zona réapparaisse, c'est sûr qu'on va continuer, bien entendu, le valaciclovir, le TIC. Le Revlimid peut-il amener des problèmes rénaux? Alors, le Revlimid peut amener des problèmes rénaux, pas directement. C'est surtout le rein qui peut amener un problème avec le Revlimid qui demande à adapter les doses. Quand on a ce qu'on appelle une insuffisance rénale, il y a différents degrés d'insuffisance rénale. En fonction de ces degrés, on va un petit peu diminuer les doses de Revlimid. On n'a pas le choix parce qu'on sait sinon les effets secondaires du Revlimid vont être décuplés par rapport à quelqu'un qui dont le rein fonctionne normalement. Donc c'est un peu plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Bien. Et une petite dernière, en cas de prise de daratumumab lors du premier diagnostic, est-ce possible de reprendre le daratumumab lors d'une rechute? Oui, c'est une très bonne question également. Hein. Alors, après, on va probablement parler des rechutes. En fait, ce qui est important, c'est bien sûr les traitements qu'on a reçus avant et le temps qu'on les a reçus, ces médicaments. C'est pas pareil. Si jamais
on est traité avec, par exemple, le daratumumab, mais c'est vrai pour toutes les molécules dans le myélome. On est traité pendant un certain temps, mais que la maladie, par exemple, même le daratumumab. Par contre, si on a pris du daratumumab avec d'autres molécules, que la réponse a été très bonne et qu'on a été tranquille pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tout à fait. À ce moment-là, bien entendu qu'on peut reprendre les traitements d'avant et le daratumumab. Très bien, merci. On peut peut-être continuer, à moins que Bernard voulait rajouter quelque chose. Le micro, Bernard. Non, écoutez, je fais le même constat, c'est que la majorité des questions posées en ligne ont des éléments de réponse. Hein. Donc, je les suis. Hein, on voit bien des questions qui, on aimerait aujourd'hui aborder la problématique des CAR-T bispécifiques. Aujourd'hui, de toute façon, il faut redire que ces deux types d'immunothérapie ne sont accessibles qu'aux malades qui sont en rechute et qui sont devenus réfractaires à l'ensemble des traitements qui viennent d'être évoqués, y compris ceux qui sont proposés en rechute, qui peut être différents de ceux qui sont proposés en première ligne, tel qu'il vient d'être présenté. Donc, c'est sûr qu'un traitement qui est aujourd'hui possible pour des gens qui sont très avancés dans la maladie le sera, comme le Velcade, dans quelques années, 10 ans, accessible, j'imagine, peut-être à certains malades en première ligne, mais qui ont des caractéristiques bien précises de myélome. Donc ça, je laisse les médecins répondre à cette question. Hein. Le Darzalex, pour vous donner ma connaissance, le Darzalex, il a été autorisé d'emploi en 2017 pour la première fois, on est en 2020. Et il a été autorisé en première ligne en 2021. Donc, ça a été écoulé 4 ans. Après, j'ai pas peut-être entendu exactement, mais comme je crois qu'ils ont de multiples AMM autorisations, ça recule encore le moment où il sera génériqué. Mais oui, ça fait c'était 2019 pour moi en rechute, non? Et 2017 en monothérapie, 2019 en combinaison, probablement, et 2021 en première ligne. En première ligne. Alors, j'avais commencé à répondre par écrit, mais il y a une question sur les ruptures de stock des médicaments associés, et notamment le Questran. Beaucoup de patients qui prennent du Questran pour améliorer la tolérance digestive du lénalidomide et qui effectivement sont confrontés à des manques de disponibilité dans les pharmacies de ville. En fait, la rupture de stock, elle n'est pas totale et normalement, votre pharmacie, elle peut commander aux grossistes. Alors, il y a des commandes qui se font, je crois, 2-3 jours par mois au début de chaque mois et après, ils bloquent les commandes. Donc, il faut que votre pharmacie se renseigne, mais normalement, on peut l'obtenir après commande, etc. Donc, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas une rupture de stock totale. Et c'est une question récurrente, les ruptures de stock, mais ça, on n'a, nous, aucun moyen on ne peut pas vous fournir du Questran à l'hôpital. Alors, j'enchaîne sur la rechute, au moins le début, et puis on verra si on partage, je ne sais plus combien il y a de diapos au total. Donc déjà, la définition de la rechute, il y avait des questions aussi dans le chat comme ça. La rechute, elle peut être seulement biologique, c'est-à-dire associée à aucun symptôme et aucun dégât. Et dans ce cas, c'est juste la réapparition du pic monoclonal dans le sang ou alors de la quantité de protéines de chaîne légère dans les urines ou du dosage des chaînes légères qui réaugmente. Alors, il y a des critères, hein, c'est pas juste une trace. Si vous avez un pic qui a 1 gramme ou 2 grammes, déjà, ça peut être pas forcément la maladie, ça peut être le traitement, ça peut être de la reconstitution d'anticorps normaux. Mais quand il s'agit du même anticorps monoclonal qu'au début, on dit qu'il faut que ce pic monoclonal il est augmenté d'au moins 5 grammes par litre par rapport à la valeur la plus basse. Donc, si vous étiez en réponse complète, que le pic était à 0, si le pic il repasse à 5,5, 6, 7, 8 ou plus, effectivement, on parle de rechute biologique.
S'il est plus bas, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a une rechute. Alors, ça ne veut pas dire que si le pic est à 3 grammes, que c'est sûr que c'est pas une rechute, parce qu'il y a d'autres critères possibles. Mais en tout cas, un peu plus pic n'est pas du tout forcément une rechute avérée. Plus embêtant, c'est quand la rechute est clinique, c'est-à-dire que non seulement on voit des traces de production d'anticorps par les cellules malades dans le sang ou les urines, mais il y a des symptômes, donc une anémie qui serait pas liée à autre chose, des lésions osseuses, une hypercalcémie, etc. Et donc, autant une rechute biologique, elle peut se regarder, c'est-à-dire qu'on regarde à quelle vitesse ça monte et on surveille et on ne fait pas de traitement. Et ça, des fois, c'est pas facile pour vous de concevoir que la maladie est en train de revenir, mais qu'on continue à surveiller. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de ne pas, entre guillemets, faire des traitements trop tôt et de pouvoir vivre avec cette maladie le plus longtemps possible. Par contre, quand on a une rechute clinique, là, il faut faire un traitement. Alors, si la rechute est clinique mais progressive, c'est-à-dire si c'est une petite anémie pas très symptomatique, des fois on peut temporiser, mais quand il y a des atteintes osseuses, par exemple, là en général on n'attend pas et on repropose un traitement assez vite pour éviter qu'il y ait des fractures ou que ça s'aggrave sur le plan des douleurs. Ensuite, quand on a une rechute, nous pour choisir les traitements, on va regarder ce que vous avez eu avant et à combien de temps la maladie elle revient. Si on rechute à distance, c'est-à-dire s'il y a plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'un premier traitement, on peut très bien se dire le traitement avait bien marché, on peut le reprendre selon comment il a été aussi toléré. Par contre, si la rechute est précoce et elle survient sous traitement, par exemple, après une autogreffe, on fait un traitement d'entretien par lénalidomide, si la maladie revient alors que vous preniez du lénalidomide, vous comprenez bien que la maladie est devenue résistante et qu'il faut changer de traitement. Et donc ça, c'est un point très important dans notre réflexion. Si on a un myélome qui est devenu réfractaire au lénalidomide, on ne peut plus utiliser le lénalidomide et donc on n'utilise pas le schéma avec lénalidomide qui est généralement Darzalex ou isatuximab ou Sarclisa en rechute, mais on va utiliser du pomalidomide qui est un autre immunomodulateur qui donne aussi en comprimé ou du carfilzomib. Et donc ça, c'est vraiment une façon de réfléchir qui est la base de nos décisions pour les traitements de rechute. Donc vous voyez, il y a plein de classes. On n'a pas fait attention en mettant à jour les diapositives. L'isatuximab n'est plus en ATU, il est maintenant remboursé. Donc pour les anticorps monoclonaux, on a soit le daratumumab, soit l'isatuximab. L'isatuximab, aujourd'hui, il est encore en intraveineux, c'est un petit peu la différence. Alors, ils sont en train de développer aussi une forme sous-cutanée avec un petit dispositif. Donc, il y a des protocoles en ce moment qui l'évaluent et on espère qu'à terme, ça pourra être aussi en sous-cutané, ce qui diminue votre temps à l'hôpital, c'est quand même plus pratique. Les inhibiteurs du protéasome, donc en première intention, on utilise souvent le bortezomib Velcade. Il y en existe un qui est oral, qui s'appelle l'ixazomib ou Ninlaro. Et puis, il y a le carfilzomib qui est intraveineux ou Kyprolis qui peut nous aider, notamment dans les situations de maladies réfractaires au lénalidomide, mais qui a l'inconvénient donc non seulement d'être intraveineux, mais aussi de nécessiter que le cœur soit en bonne forme parce que quand on a un cœur un peu fragilisé ou une hypertension artérielle pas contrôlée, ça peut aggraver un peu ces problématiques cardiovasculaires. Dans les immunomodulateurs, donc la thalidomide, on l'utilise de moins en moins, pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est quand même plus difficile à supporter. Le lénalidomide, donc on l'utilise en première intention. On peut le réutiliser à la rechute à condition que la maladie ne soit pas réfractaire, c'est-à-dire qu'il y ait au moins 2 mois et en général qu'il y ait même plutôt au moins 6 mois sans lénalidomide. Et le pomalidomide ou Imnovid, c'est l'autre immunomodulateur qui est aujourd'hui commercialisé. Alors, il y en a des nouveaux qui sont en train d'être testés dans des protocoles qui s'appellent l'iberdomide ou le mésibdomide. Donc, peut-être un jour, on aura ces traitements-là dans cette famille des immunomodulateurs. On réutilise toujours la dexaméthasone. Laurent vous a très bien dit, la dexaméthasone, c'est un bon médicament quand la maladie est active et quand elle est contrôlée, on essaie de s'en débarrasser. Et puis, dans les alkylants, on peut éventuellement utiliser de l'endoxan, du melphalan. Le melphalan, c'est la chimiothérapie intensive de l'autogreffe.
Alors, dans des questions qui ont peut-être été préparées, on a toujours cette réflexion sur les traitements du myélome peuvent-ils être à l'origine d'autres cancers, notamment en cas d'administration prolongée du Revlimid. Alors ça, c'est une question qui est difficile. En fait, le Revlimid, il a d'abord été utilisé un peu de façon prolongée après les autogreffes. Et après les autogreffes, dans une première étude, mais qui avait été commencée en 2005, ils avaient un doute sur le fait qu'il y ait plus de second cancer pour les patients qui avaient eu une autogreffe et qui recevaient après du lénaludomide de façon très prolongée. Il se trouve qu'il y a des études qui ont été faites à très long terme de ces patients traités dans les années 2010, 2009, 2010. Aux États-Unis, en France, selon la durée de traitement par lénaludomide post-autogreffe. Et finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence très importante. En moyenne, quand on se place 8-9 ans après une autogreffe, on a à peu près 8%, entre 8 et 10% des patients qui ont fait un deuxième cancer. Alors ça peut être un cancer de la peau, qui est rapidement enlevé. Ça peut être d'autres cancers, comme des maladies hématologiques, comme des leucémies, comme des myélodysplasies. Est-ce que c'est lié au Revlimid ? Est-ce que c'est lié au système immunitaire qui a d'ailleurs permis aussi le myélome, etc. Les choses ne sont pas très claires. Au jour d'aujourd'hui, le bénéfice du Revlimid, il est plus important que le risque d'avoir un autre cancer. Donc, on se pose vraiment, il n'y a aucun a priori, il ne faut pas du tout avoir peur du Revlimid. Par contre, s'il y a un cancer qui arrive, un cancer du poumon, du sein, je ne sais pas, autre chose, et bien là, on réévalue l'intérêt de continuer le Revlimid en fonction de la situation du myélome. Si quelqu'un est sous Revlimid en traitement d'entretien, mais que le myélome il est complètement contrôlé, j'ai aucune arrière-pensée à me dire maintenant j'arrête le Revlimid, la priorité est au traitement du cancer, c'est pas la peine de cumuler les choses. Voilà. Si par contre on a un myélome qui est pas bien contrôlé, qui est en rechute, etc., je mène de front les deux traitements et on a des patients qui reçoivent des traitements pour le cancer solide et pour le myélome un peu en même temps. Alors, il faut qu'on se coordonne avec les oncologues quand c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une surveillance qui est faite, mais on est moins inquiet, on va dire, qu'il y a 10 ou 15 ans. Et alors, quid du protocole Freedom ? Alors, le protocole Freedom, c'est un protocole qui n'a pas encore commencé, et qui vise effectivement à essayer de voir si on peut arrêter très vite, quasiment immédiatement, si on peut se passer de dexaméthasone dans les traitements de rechute du myélome. Donc c'est un protocole qui va, par exemple, inclure des gens qui reçoivent daratumumab, carfilzomib, dexaméthasone. Donc ça, c'est une combinaison qu'on fait souvent en rechute. Et donc, il va y avoir une randomisation, comme plein de protocoles, un tirage au sort, où la moitié des gens reçoivent de la dexaméthasone, selon la tolérance, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans le groupe de gens qui recevaient de la dexaméthasone, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réduire les doses si vous ne supportez pas, mais en tout cas, on commence avec de la dexaméthasone et on voit comment ça se passe. Et l'autre moitié des gens, on l'arrête au bout de, je ne me rappelle plus, 2-3 semaines, 1 mois maximum, je pense, très vite en fait, pour essayer de voir s'il y a moins d'infections, s'il y a moins de prise de poids, il y a une meilleure qualité de vie sur le sommeil, etc. On verra ce que ce protocole donne. Il y a deux façons de voir les choses, en fait. Soit on se dit qu'il faut arrêter de donner de la dexaméthasone à plein de gens, et ça, c'est ce qu'on fait aussi avec les immunothérapies. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais quand on veut faire un traitement avec le système immunitaire, il faut essayer de ne pas donner trop de dexaméthasone. On a aussi l'impression que la dexaméthasone, elle peut parfois, à petite dose, aider à mieux supporter le carfilzomib. Donc, on verra ce que cet essai clinique conclut. Personnellement, je suis pas certaine qu'il faille arrêter la dexaméthasone pour tous les traitements tout de suite, mais peut-être que je me trompe. Oups. Je ne sais pas si vous avez... Ah bah j'ai pas laissé parler Laurent, mais tu peux compléter si tu veux. Non, je crois que tu as tout dit, non Du coup, après, je ne sais pas s'il y avait des questions autres. Oui, j'en ai encore pour vous, mais pareil, à chaque fois vous répondez d'une telle efficacité que globalement à l'écrit vous avez tout répondu, mais on va quand même en reprendre quelques-unes. Et il y a notamment une question sur quel est le taux monoclonal qui indiquait une rechute.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Le taux monoclonal, Oui. Eh bien, si auparavant le traitement a permis que le pic soit à 0, à partir de 5 grammes, on peut dire qu'il y a une rechute. Si avec le premier traitement, le pic il est descendu seulement, on va dire, à 10 grammes, eh bien, il faut qu'il y ait 15 grammes par litre pour dire rechute. Il faut qu'il y ait une augmentation de au moins 5 grammes par litre. Chez les sujets âgés non éligibles à l'autogreffe, la persistance d'un pic autour de 10, malgré un traitement long en cours, est-elle fréquente? Effectivement, chez un sujet âgé, parfois, avec un traitement type daratumumab, lénalidomide, dexaméthasone, avec le traitement MAIA, parfois, le pic, il ne va pas à 0. Ou alors, il y va très lentement. Et en fait, ce n'est pas un problème. On sait que la réponse, elle peut continuer à s'améliorer au bout d'un an et demi, 2 ans. Et c'est pour ça que ce traitement, il doit être fait de façon prolongée. Après, s'il reste un pic à 5 grammes et qu'on partait de 50, vraiment, je dirais, il n'y a aucun problème, aucune question à se poser. Si on part de 30 et que le pic il reste à 20 grammes, là, ça m'embête un peu plus. Donc, ça dépend d'autres paramètres, la tolérance, les caractéristiques du myélome comme la cytogénétique. Donc, bon, c'est à discuter au cas par cas, mais c'est relativement fréquent qu'il reste un petit composant monoclonal. Et finalement, dans ce type de traitement très prolongé, le but, ce n'est pas forcément de tout faire disparaître et de guérir, mais c'est de contrôler la maladie pour pouvoir vivre avec elle, avec un traitement prolongé, mais supportable, en tout cas, on l'espère. Très bien. Quand le pic recommence à progresser lentement dès la fin du traitement de consolidation, parle-t-on de rechute ou d'absence d'efficacité du traitement de première ligne? J'ai pas compris. Quand le pic commence à remonter doucement, oui, quand le pic progresse lentement, alors qu'on est en traitement de consolidation, est-ce qu'on parle d'une rechute ou d'absence d'efficacité du traitement? Alors, quand on est en consolidation, déjà, il faut se méfier parce que parfois, on a des pics qui réapparaissent et parfois, il n'y en a même pas un seul, mais il y en a 2. Et ça peut être de la refabrication d'anticorps normaux. Donc ça, c'est assez fréquent après les autogreffes. On voit augmenter le taux d'anticorps, mais c'est de la refabrication d'anticorps normaux. Donc ça, il faut bien regarder avec les laboratoires de biochimie qui ont l'habitude et avec votre hématologue. C'est pas du tout forcément une rechute. Après, si le pic, il est bien le pic de la maladie et qui remonte en cours de consolidation, et même si on est à moins de 5 grammes, ça peut annoncer un début de progression. Parfois, le fait de reprendre la consolidation, ça peut inverser les choses ou avec la maintenance. Mais si ça continue à monter, oui, c'est probablement une rechute débutante. C'est un peu difficile de répondre à cette question, en fait. Très bien. Je regarde s'il y en a d'autres qu'on peut reprendre également. Alors, j'ai vu une question sur le vaccin contre la Covid qui fait augmenter le taux monoclonal. Alors, ce n'est pas le vaccin contre la Covid, en fait. C'est toute stimulation du système immunitaire peut faire varier le pic et peut le faire monter temporairement. Donc, si vous faites aussi une bronchite, votre système immunitaire, il crache un peu des anticorps et ça peut faire augmenter un peu la quantité d'anticorps et notamment le pic. Les vaccins, ça stimule le système immunitaire, c'est la même chose. Mais le vaccin contre la Covid, spécifiquement, ne fait pas rechuter le myélome, en tout cas. Et donc, je vois une question aussi sur l'espérance de vie avec un myélome. Alors, on a du mal à estimer l'espérance de vie de quelqu'un qui, aujourd'hui, rentre dans la maladie myélome parce que c'est des projections, en fait. Ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie, elle a doublé. Elle a au moins doublé depuis 10-15 ans. Et que qu'il y a une quinzaine d'années, on parlait de 5 à 7 ans. Et aujourd'hui, très honnêtement, on est entre 8 et 15 ans, selon le type de myélome et selon si on reçoit une autogreffe. Et avec les nouveaux traitements, je pense que ce sera même encore plus.
Mais l'immunothérapie dont on ne parle pas aujourd'hui et dont vous entendrez parler est vraiment en train d'améliorer les résultats. Et donc, on peut penser qu'aujourd'hui, quelqu'un qui peut avoir de l'immunothérapie, pas en 4e ligne, mais dès la première rechute ou dès la 2e rechute, devrait encore améliorer son espérance de vie. Mais en fait, c'est compliqué d'estimer l'espérance de vie aujourd'hui parce que ce qu'on mesure en termes d'espérance de vie, c'est sur des patients qui ont été diagnostiqués il y a 10 ans. Et donc, on a un décalage, en fait. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle a au moins doublé depuis 15 ans. Est-ce qu'il existe des chiffres sur la rechute en moyenne? Au bout de combien de temps apparaissent les rechutes? Oui, alors c'est toujours des chiffres qu'on a aussi de façon décalée. Mais quand on faisait un traitement, là aujourd'hui on vous a dit on fait un traitement avec du daratumumab à tout le monde quand on est en première ligne. Ça c'est depuis 2 ans. Aujourd'hui on n'a pas les chiffres au bout de combien de temps on rechute quand on fait du daratumumab avec une autogreffe. Quand on fait le schéma Maya, on commence à avoir un peu une idée. C'est en moyenne entre 5 ans, peut-être un peu plus de 5 ans. Mais ça concerne des patients qui ont 65 ans comme des patients qui ont 85 ans. Si on fait une autogreffe, on est probablement à 7-8 ans en moyenne de durée avant une rechute. Mais tout ça, on l'extrapole un petit peu des anciennes données, puisque avant le daratumumab, on faisait par exemple du VRD et une autogreffe et un entretien par lénalidomide. Quand on faisait VRD, autogreffe, lénalidomide, on rechutait à peu près à 4 ans. Quand on faisait, qu'on n'avait pas le DARA pour les gens qui ne reçoivent pas d'autogreffe et qu'on faisait juste RD, on rechutait à peu près à 3 ans. Donc voilà, on sait que ça s'améliore, on n'a pas encore assez de recul pour dire exactement, mais aujourd'hui, on estime à peu près 7-8 ans pour quelqu'un qui reçoit une autogreffe et 5-6 ans, je dirais, pour quelqu'un qui ne reçoit pas d'autogreffe. Il y a beaucoup de questions à propos de la vaccination. Vaccination, grippe et Covid, peut-on les faire avant le bilan sanguin mensuel? Laurent, est-ce que tu m'interdis de faire la vaccination? Oui. Non, au contraire, il faut vous faire vacciner, bien sûr. Après, ce que j'ai répondu, c'est que, effectivement, comme l'a dit professeur Perrault, il faut juste faire attention, je veux bien le dire, en fait. Au cas où, c'est vrai que des fois, ça peut faire des petites variations sur le pic et sur l'immunité. Mais en tout cas, ça ne fait pas rechuter ou progresser la maladie, qu'on soit d'accord, c'est uniquement des toutes petites variations. Donc oui, il faut mieux le dire, comme ça, si jamais on voit quelque chose, qu'on dit oui, ça peut être lié au vaccin, mais au contraire, il faut vous faire vacciner. Clairement, n'empêchez pas de vous faire vacciner pour dire non, j'ai la prise de sang, tant pis, le vaccin, je le ferai l'année prochaine, certainement. Et du coup, on a aussi plusieurs questions sur l'espérance de vie quand on n'a pas fait d'autogreffe. Est-ce qu'elle est très différente de quand on fait une autogreffe, justement? En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les résultats, comme on l'a vu tout à l'heure, on va dire du standard, ce qu'on appelle nous notre standard de traitement, c'est-à-dire l'association, le daratumumab, le Revlimid et la dexaméthasone, avec dans nos études, en tout cas l'étude qui a permis de l'utiliser, en fait, tout simplement de la commercialiser, on arrive à des résultats qui sont très proches de ce qu'on avait avec les autogreffes, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a encore quelques années. Donc non, en fait, les résultats aujourd'hui de ce type de traitement sont vraiment, dans la majorité des cas, en tout cas, sont plutôt très bons. Merci bien. Bernard, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, je n'ai rien à rajouter. Je veux dire simplement mon cas. Moi, je vis depuis 15 ans avec un myélome multiple et j'ai démarré très fort avec 2 autogreffes et j'ai eu 8 ans d'une première rémission et avant d'avoir une rechute. Et aujourd'hui, je suis à 5-6 ans voilà. Donc, je pense que tout ce qui est donné, c'est des statistiques moyennes. Donc, voilà. Et puis, je dirais que ayez confiance parce que quand même, il y a 15 ans, finalement, j'ai dû attendre la 2e ligne pour accéder au Velcade. Il n'y avait pas 4 médicaments. Je dirais les médecins qui vous parlent aujourd'hui ont quand même beaucoup plus de solutions qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Donc, moi, c'est plein d'espoir, quoi, pour une grande majorité de malades quant à l'espérance de vie. Voilà.
On fait peut-être une dernière question parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Concernant les durées de première rémission, le point de départ est-il fixé à la date de l'autogreffe ou plutôt à la date de fin du traitement? Ah oui, c'est une bonne question. Non, alors, non, alors, on part du principe qu'on a eu une autogreffe. Alors, on aime bien savoir quand même quand l'autogreffe a été faite, parce qu'on aime bien effectivement avoir la date. Après, le traitement, s'il y a un traitement d'entretien, par exemple avec le Revlimid, on aime bien aussi savoir quand s'il a été arrêté déjà, parce que des fois on peut ne pas l'arrêter, mais s'il a été arrêté, quand on l'a arrêté. Parce que forcément, c'est pas la même chose de voir effectivement un peu le myélome revenir alors qu'on est encore sous le traitement où on vient à peine de l'arrêter il y a quelques mois, que voilà, si ça fait 8 ans qu'on a arrêté le médicament, oui, bah, voilà, donc c'est pas effectivement la même chose. Donc en fait, les hématologues, on utilise un peu l'ensemble de ces points-là, à la fois de savoir quand on a été autogreffé, et puis aussi quand on a, par exemple, arrêté le traitement d'entretien. En fait, vraiment, on prend en compte tous ces paramètres-là. Très bien. Mais... On ne vous entend pas, Bernard. Le micro est coupé. Bernard, le micro. Oui, voilà. Excusez-moi d'abord parce que voilà, je suis chez ma fille qui a des jumeaux. Voilà, on était en garde aujourd'hui et vous avez entendu des bruits. C'est que il y a des besoins urgents de biberon et c'est pour ça que vous avez vu la caméra. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais, donc voilà, dans un petit appartement, mais bon, tout se passe bien. Donc, d'abord, je voudrais remercier le professeur Perrault et le docteur Frenzel pour à nouveau cette webconf qui était très riche en questions et en échanges. Voilà, je sais que vous êtes nombreux ce soir et que vous avez toujours beaucoup de questions à poser et toutes vos questions sont légitimes et je pense qu'elles ont obtenu des réponses à l'oral et également à l'écrit. D'ailleurs, sachez que sur Myélonet, on refait une synthèse des questions principales. Voilà, vous avez un historique de toutes les questions-réponses quand elles ont une portée générale. Elles sont reprises sur Myélonet. Hein. C'est une façon de pouvoir revenir sur la webconf, alors soit au travers du replay, soit au travers de Myélonet. Donc, il y a un prochain rendez-vous maintenant qui est fixé fin de ce mois, le 30 novembre. Hein. On va quitter la problématique des traitements et plutôt aborder la question comment, pour un malade du myélome, mieux vivre au quotidien avec un myélome. Et puis, toujours pour la F3M, important, c'est de ne pas oublier les aidants parce que voilà, les aidants jouent un rôle important aux côtés des malades, peuvent être très impactés par la maladie de leur conjoint, de leur compagnon. Donc voilà, donc c'est toujours ces deux volets-là qui sont pris en compte. Et cette webconf sera donc animée par Margaret Macro et Cécile Sontag, là. Cécile Sontag qui est très partante, qui a pour développer des programmes d'accompagnement du style Move, d'activité physique adaptée. Donc voilà. Donc notez ça sur votre agenda. C'est toujours une webconférence qui est tout aussi passionnante que celle qu'on vient de vivre. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée alors. Merci, bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.